Bonjour. Dans un premier temps, je voudrais vous dire que je suis désolée de ne pas pouvoir être avec vous autres cet après-midi. Surtout que depuis la levée des mesures sanitaires, on est tous contents de se voir en personne plutôt qu'en Zoom. Malheureusement, au moment où vous verrez cette vidéo, je suis dans l'avion en direction de Stockholm. Pourquoi Stockholm? C'est que j'accompagne un certain ministre de l'Environnement, les députés de Laurier-Sainte-Marie, Stephen Guilbeault. Un activiste, un fervent écologiste que j'ai connu à une autre époque. Malheureusement, le ministre Guilbeault n'est pas celui que j'ai connu. Il est maintenant, on dirait qu'il prend le discours des pétrolières. En tout cas, il prend des décisions qui vont à l'encontre de la science. Maintenant, pourquoi Stockholm? Parce qu'il y a 50 ans, en 1972, avait lieu la première conférence sur l'environnement où 133 responsables de pays se sont réunis pour discuter des impacts de l'activité humaine sur la nature et que ça pouvait changer la destinée de notre planète. 50 ans, pensez-y. Regardez où on en est aujourd'hui. Alors, c'est un peu triste de voir qu'il y a 50 ans, il y avait déjà des gens qui s'inquiétaient de ça. Il y avait à ce moment-là le Club de Rome. Le Club de Rome, c'est un peu l'ancêtre du GIEC, le groupe international d'experts du climat. Alors, ces experts-là, il y avait entre autres un monsieur Fowler qui avait dit, écoutez, la planète pourrait être un paradis si on envoyait tous les politiciens sur la Lune. Vous savez quoi? Prochaine navette qui part, là, j'ai quelques noms à suggérer pour faire partie de ce voyage-là. Alors, dans les minutes qui vont suivre, eh bien, je vais vous parler de l'état de notre planète, de la stratégie canadienne pour faire face au changement climatique, mais je ne vous laisserai pas sur tout du noir, je vous le jure. Il y a des choses qu'on peut faire. Je vais vous en suggérer quelques-unes. Alors, vous savez sûrement tout le monde que les objectifs de Paris, c'est d'avoir une hausse des températures de pas plus de 1,5 degré centigrade à la fin du siècle. Or, en 2022, nous sommes déjà à 1,1 degré. En 2018, Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, avait dit qu'il nous restait 2 ans pour agir, sinon il y aurait des conséquences dramatiques. Eh bien, rappelez-vous, l'été 2021, l'automne en Colombie-Britannique, des températures qui dépassaient allègrement le 40 degrés centigrades, 700 morts. La sécheresse qu'il y a eu également ici, au Québec, à Montréal, pas très loin de chez moi, il y a beaucoup de maisons qui ont été construites sur de la glaise. Alors, la sécheresse, ça fait en sorte quoi? Eh bien, les solages ont craqué. Imaginez-vous ce que ça va coûter à ces propriétaires-là pour faire solidifier leur solage. On y est. On n'est pas là pour... je ne parle pas pour les générations futures, pour nos enfants, nos petits-enfants. Dès maintenant, on est rendu déjà dans des drames. Maintenant, 2022, et l'été n'est même pas encore commencé. Au Manitoba, actuellement, il y a des inondations de telle sorte que les agriculteurs ne sont pas certains de pouvoir ensemencer leur terre. Et ça, c'est de la nourriture dont on parle. Et on va parler ici, au Québec, mi-mai, il y a déjà 200 feux de forêt. C'est presque 100 de plus que l'année passée parce qu'il y a déjà une sécheresse. Alors, on y est, là. On est dedans, là. On ne parle pas des générations futures. On n'est pas là pour penser à nos enfants, nos petits-enfants. Tout le monde, on est déjà dedans. Voyons maintenant sur notre littoral, sur nos eaux au Québec. Eh bien, l'acidification des océans. Alors, les océans, le Saint-Laurent est de plus en plus acide, ce qui fait que les chercheurs nous disent que ce phénomène, qui est provoqué par, bien sûr, les rejets de l'agriculture, du secteur industriel, mais également par les changements climatiques, font en sorte qu'il n'y aura aucune forme de vie qui pourra habiter les eaux profondes du Saint-Laurent d'ici 50 ans. Les îles de la Madeleine, maintenant. Les îles de la Madeleine, il y a 1% de l'espace habitable de l'archipel qui disparaît tous les 10 ans. Rien de moins. Et parlons maintenant de nos routes. Et quand les tempêtes sont de plus en plus violentes, eh bien, en 2018, à Sainte-Anne-des-Monts, il y a eu des travaux majeurs parce qu'une tempête avait défait les routes. En 2017, un affaissement de la chaussée oblige la fermeture d'une voie sur la route 132 à Sorel-Tracy. En 2016, plusieurs tronçons de la route 132 avaient été abîmés suite à une tempête. Oui, les tempêtes sont de plus en plus violentes et c'est maintenant que ça nous touche. Donc, les changements climatiques, ils sont là, mais quelle est la stratégie du Canada pour y faire face? Vers quoi ils mettent des millions de dollars? Je vous en parle.
3 choses importantes. L'hydrogène. Alors, l'hydrogène, c'est pas à proscrire là, parce que la combustion d'1 kg d'hydrogène libère 3 fois plus d'énergie qu'un kilogramme d'essence et ça ne fait que de l'eau. Mais quelle sorte d'hydrogène? Parce que l'hydrogène existe très peu dans la nature comme tel, alors il faut le créer. Il y a plusieurs façons. On peut utiliser les énergies fossiles pour en faire, on peut utiliser le gaz naturel, on peut utiliser le nucléaire et on peut utiliser ce qu'on appelle l'hydrogène vert qui est fait à partir de l'électrolyse de l'eau. Eh bien, l'hydrogène qui est fait actuellement dans l'Ouest canadien, il est fait à partir de quoi, vous pensez? Des énergies fossiles. Ça, c'est l'hydrogène qu'on va dire gris, bleu, rose, le nucléaire, ou vert, l'électrolyse de l'eau. Alors moi, j'appelle ça le beau cheval de Troie. Il y a plein de belles couleurs dessus, mais quand on l'ouvre, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ce sont les pétrolières et les gazières qui sont derrière pour justement continuer à pouvoir faire des profits. Alors l'hydrogène, là, c'est une commande des pétrolières et des gazières plutôt qu'une commande pour l'environnement. Deuxième stratégie canadienne, miser sur le nucléaire et particulièrement sur les petits réacteurs modulaires. Ça, pour l'instant, là, c'est encore pas mal sur le papier, mais déjà, le gouvernement investit des millions pour aider l'industrie nucléaire à développer des petits réacteurs modulaires. Alors, encore là, le nucléaire, ça s'en allait pas mal en baissant. Alors là, l'industrie a réagi et elle veut avoir des subventions, votre argent, notre argent, tout le monde, pour développer des petits réacteurs modulaires. Sauf que chaque fois que l'industrie parle de développer du nucléaire, jamais il ne parle des déchets. Et c'est ça qui est important. Que fait-on avec les déchets? À part peut-être les mettre dans une navette là, avec certains ministres et les envoyer sur la Lune, là, il n'y a pas beaucoup de solutions. Je vais vous parler de Chalk River. Chalk River, c'est du côté de l'Ontario, mais ça donne dans la rivière des Outaouais, où ils veulent construire une installation, ça s'appelle une installation de gestion des déchets près de la surface. Alors, normalement, on doit mettre là des déchets de faible intensité. Sauf que comme ils jouent au Canada avec des catégorisations, c'est-tu faible intensité, c'est-tu moyenne intensité, mais on va amener ça à Chalk River, puis on va en faire un beau monticule, un revêtement avec une belle couverture d'une hauteur de 7 étages et tout va être bien. Mais le problème, là, c'est que Chalk River, ça donne sur la rivière des Outaouais. Et la rivière des Outaouais, quand elle continue à circuler, elle s'en vient où? Elle s'en vient Laval, Montréal. Alors, ça veut dire que le jour où il y aura un déversement, eh bien, les eaux que des millions de Montréalais, de Lavallois et les gens de Gatineau boivent, bien, ils seront contaminés. Alors, je le dis à la blague, même si c'est pas très drôle, mais je me dis, il faut peut-être être proactif avant d'être devenir radioactif. Mais là-dessus, là, encore une fois, la stratégie canadienne, puis libéraux et conservateurs, main dans la main, là, ils ne pensent pas du tout à ça. Une troisième stratégie canadienne, c'est ce qu'on appelle le captage et l'utilisation et le stockage de carbone. Alors, qu'est-ce que c'est? Il y a une source de CO2. On attrape le CO2, on le transporte vers, par exemple, un dépôt des couches géologiques profondes. Sauf que c'est une technologie qui est complètement immature et qui coûte une fortune. Alors, pour l'instant, on peut dire que c'est la méthode qui est la plus chère et la moins utile. Je vous donne un exemple de son inefficacité. Quest Shell, dans l'Ouest canadien, a ramassé 4,8 mégatonnes de gaz à effet de serre sur 5 ans, mais il en a émis 7,7 mégatonnes dans le même 5 ans. Ça, c'est pour vous montrer l'inefficacité. Et pour ce qui est de l'argent, eh bien oui, encore une fois, les compagnies comptent sur le gouvernement fédéral, donc sur nos impôts pour les subventionner. Alors, l'impact sur Ottawa, c'est que le dernier budget qui a été présenté en avril 2022, eh bien, le gouvernement investit 2,4 milliards de dollars auprès des pétrolières pour cette technologie-là qui, comme je vous le disais, est complètement immature. Alors moi, je me dis, si les compagnies veulent investir, bien, grand bien leur fasse, elles ont de l'argent. Mais que l'argent public, il doit aller dans ce qui fonctionne. On est dans une crise climatique et là, l'argent doit aller vers ce qu'on sait qui fonctionne déjà et non pas au profit de grands actionnaires des pétrolières et des gazières. Alors, parlons maintenant, encore une fois, d'argent. Le gouvernement Trudeau, lors de la campagne électorale de 2021, avait promis, juré, là, d'arrêter de subventionner les énergies fossiles. Première chose qu'il fait dans son budget 2022, comme je vous disais tantôt, il en donne encore.
La taxe sur le carbone, c'est bien la taxe sur le carbone, mais ce qui est fou, là, ce qui n'est pas correct, c'est qu'en même temps qu'on dit, OK, je te fais une taxe sur le carbone, mais par l'autre côté, je te subventionne. Qu'est-ce qu'il y a de logique là-dedans? Combattre les changements climatiques, c'est correct, mais on en finance le secteur qui en produit le plus. Alors, c'est ça qui n'a pas de bon sens. Et quand on pose la question au gouvernement, particulièrement au ministre Guilbeault, bien, il nous revient tout le temps sur son plan de réduction des émissions. Alors, c'est un plan qu'il a présenté à un moment donné dans la semaine en disant « Regardez, j'ai un plan qui est solide. » C'est vrai qu'il y a des choses intéressantes. Après avoir déposé son plan de réduction des émissions, le GIEC, la semaine suivante, a sorti un rapport en disant qu'il fallait absolument arrêter de subventionner les énergies fossiles. Il fallait surtout ne pas augmenter la production de pétrole. Qu'est-ce que le ministre Guilbeault et son gouvernement ont fait 2-3 jours après? Ils ont approuvé le projet Baie du Nord. Ça, c'est un projet d'extraction du pétrole dans le fond des océans à 1 kilomètre. C'est quelque chose qui ne s'est jamais fait. C'est un milieu qui est fragile. Et si jamais il y avait le jour, j'ai le goût de vous dire, où il y aura besoin d'une intervention, eh bien, ça va prendre plusieurs jours avant qu'on puisse aller arrêter la fuite. Et là, on a un gouvernement qui se targue d'être un gouvernement vert. Le problème, c'est que les gaz à effet de serre, ça génère de la pollution. Et les particules fines, ça vient atteindre notre santé. L'Organisation mondiale de la santé disait, je vous le lis, « Le changement climatique représente la plus grande menace pour la santé dans le monde au 21e siècle. » Eh bien, nous y sommes. Je participais dernièrement à une levée de fonds pour les maladies rénales. Eh bien, les maladies rénales sont en hausse à cause de la pollution. Les maladies pulmonaires, les maladies cardiaques et la pollution, ça coûte cher. Selon Santé Canada, c'est 15 300 décès prématurés par an au Canada. 2,7 millions de jours avec des symptômes d'asthme et on dit que ça s'élève à 120 milliards de dollars, ce qui équivaut à 6 % du produit intérieur brut réel du Canada. Et ça, là, ce sont les chiffres de 2016. Alors, imaginez, ça ne rentre jamais dans les calculs du gouvernement. Mais moi, je vous dis, là, la prochaine fois que vous allez entendre parler de changement climatique, pensez aussi en termes de la santé, notre santé à tout le monde, qui est en danger parce qu'on n'a pas droit à un environnement sain. Alors maintenant, vous vous demandez sûrement qu'est-ce que je peux faire, outre le fait peut-être de déprimer. Oui, il y a des gains malgré tout. Et je vous rappelle une histoire très récente. Près de l'aéroport de Montréal, il y a un terrain. On dit que c'est le 2e poumon vert de Montréal. Ça appartient au ministère des Transports qui l'a loué à l'aéroport de Dorval. Sauf que, tu sais, c'est comme un propriétaire qui loue un logement puis qui laisse le locataire faire ce qu'il veut, des trous partout, c'est pas grave. Ben, c'est un petit peu ça que le ministère des Transports a fait avec ces hectares-là. Mais il y a un groupe citoyen qui s'est levé debout et qui s'est dit, ça se peut pas, on peut pas aller construire dans cet espace vert qu'on appelle le 2e poumon vert de Montréal. C'est presque aussi grand que le Mont-Royal. Alors, ils ont manifesté, ils se sont mobilisés, ils ont fait des études sérieuses, un mémoire important, scientifique, pour démontrer à quel point c'était important de garder ces terres-là, que l'Aéroport de Montréal voulait vendre, louer à Medicom. Eh bien, imaginez-vous donc, c'est la compagnie qui a décidé elle-même, suite aux pressions, suite à la mobilisation, peut-être, j'ai le goût de dire, j'espère, suite aux informations, qui a décidé de se choisir un autre terrain. Une belle bataille de gagner. Mais il reste beaucoup à faire parce qu'Aéroport de Montréal est toujours le locataire, Transport fédéral les laisse toujours faire ce qu'ils veulent, puis bien sûr, ils ont dans l'idée, eux autres, de développer davantage. Alors, qu'est-ce que ça prend finalement? Bien, ça prend d'abord de s'indigner. Mais s'indigner, ça peut nous mener à du découragement, ça peut nous mener à l'action. Moi, je pense que le succès d'une telle mobilisation et pour tous les autres à venir, c'est d'identifier une cible bien précise, d'interpeller les bonnes personnes pour que chaque étape puisse nous amener à de petites victoires pour finalement avoir une grande victoire. Plus il y a de gens autour de la table, plus il y a de têtes, plus il y a d'idées qui fusionnées ensemble vont faire qu'il va y avoir un bouquet de talents capables de faire changer les choses. Et je pense que ça, on peut le faire au niveau des municipalités. Les municipalités, on dit toujours que c'est un gouvernement de proximité. Bien oui, les municipalités sont près des gens. Ce sont les municipalités
municipalités qui doivent s'assurer que les ordures sont ramassées, que la récupération est faite, que l'eau potable est accessible dans les foyers. Alors, les municipalités sont beaucoup plus sensibles à ce qui se passe au niveau de l'environnement. C'est là, je pense, qu'on peut agir. Maintenant, vous savez, on se dit, bon, il y a une urgence, le GIEC, donc le groupe international des experts du climat n'arrête pas de nous le dire, tous les autres scientifiques, et tout le monde se fracasse, j'ai le goût de dire, sur l'extrême prudence, pour pas dire l'immobilisme des gouvernements. Mais vous savez une chose, moi je pense que les gouvernements, ils bougent pas beaucoup, mais parce que les gens, ils veulent pas changer leur mode de vie. Et c'est ça qu'il faudrait faire. Alors, pensons-y, chaque fois qu'on ouvrira le robinet, chaque fois qu'on prendra une voiture plutôt qu'un vélo, plutôt que la marche à pied, si les gouvernements sentent qu'on est prêt à changer notre façon de vivre, ça va les aider peut-être ou leur pousser dans le dos pour qu'ils agissent davantage pour nous, pour notre santé, pour l'environnement. Vous savez, souvent, les gens me demandent dans les conférences que je fais, ils me disent « Oui, t'as-tu des idées? T'as-tu des idées? » Bien, écoutez, je vais prendre des idées qu'on peut voir facilement sur n'importe quel site. Un menu, par exemple, plus végétarien. Ne pas acheter plus que 3 vêtements neufs par année. Conserver nos appareils électroniques au moins 7 ans. La voiture, on peut la garder le plus longtemps possible, puis l'utiliser le moins longtemps possible. Améliorer le chauffage, l'isolation, modifier même nos investissements boursiers pour ceux qui en ont. Et là-dessus, eh bien, je vous dis merci et j'espère la prochaine fois pouvoir être là en personne avec vous.